Alors, bonjour à tous. Comme disait Michael, donc petite présentation des macros en partant de Lisp. Clojure exactement, c'est le langage que j'utilise maintenant pour mon travail et voir en Elixir comment elles ont été implémentées, parce que c'est un peu, enfin il y a des différences, et on va voir ça. Donc, l'idée, c'était de commencer par quelque chose que je pense tout le monde reconnaît, un template HTML. Donc ça peut être quelque chose qu'on pourrait trouver dans de l'ERB en Ruby, EEX, un build Elixir dans Phoenix, par exemple. Et si on met un peu de couleur là-dessus, on peut distinguer deux parties bien spécifiques. Les parties qui vont être utiles à la compilation, donc qui ne seront effectives, on va dire, que côté serveur, et que j'ai mise en violette, couleur d'Elixir. Et les parties qui, pendant la compilation, ne servent pas à grand-chose, et en vert, ce qui sera utile au moment de l'interprétation vraiment du HTML côté navigateur. Donc le processus classique, c'est d'avoir une requête qui rentre, ce template-là qui va être compilé, et modulo, donc les informations sur le user, on peut obtenir quelque chose comme ça, où là, on n'a plus que du HTML pur, qui, en sortie de serveur, va être envoyé au navigateur, et le navigateur, une fois qu'il les reçoit, les interprète et donne quelque chose qui ressemble à ça, à peu près. Donc, on va essayer de rester sur cette intuition-là qu'on peut avoir des templates HTML, tous, je pense. Et on va passer à Lisp. Et donc Lisp, c'est un peu comme au Western. Le monde se divise en deux catégories, à savoir les atomes. Donc c'est vraiment les éléments de base qu'on va retrouver dans plein de langages. Les nombres, les chaînes, les symboles. Symboles, ça va être une suite de caractères. Les fonctions, c'est un langage fonctionnel, donc ça va être vraiment un atome du langage. Et la deuxième chose, ça va être des listes. Et la convention, c'est que les listes servent à dénoter les appels de fonctions. Avec le premier élément de la liste qui est la fonction, et ensuite c'est les arguments de la fonction qui vont être des atomes. C'est juste ça. Alors, pour vous donner une petite idée, juste comme ça, qui a jamais vu de liste dans l'assemblée? Tous à peu près familiers avec la syntaxe? Ouais. Ok. Bon, on va quand même faire un petit aller vers un petit REPL. Donc c'est vraiment une euh, comment c'est read eval print loop. En Ruby, c'est IRB. IRB en Ruby, c'est IEX. Voilà, c'est Interactive Elixir en Elixir. Donc c'est pas ça. Ça va être Cider REPL. Tac. Ah. Alors. Tac. Voilà. Alors, donc si on se met au niveau du REPL, on va taper donc un truc archi basique, typiquement un nombre. Et on voit que l'évaluation d'un nombre, ça retourne le nombre. Si on tape une string, pareil, sans grande surprise, ça retourne une string. Maintenant, si on tape une fonction, par exemple. Donc pour taper une fonction, on va rentrer un symbole, donc une suite de caractères. Voilà. Et quand on évalue ce symbole-là, on dit le retour de l'évaluation retourne une fonction. Donc une fonction pas anonyme ici, mais quelque chose qu'on peut exécuter. Voilà, donc ça, c'est différents atomes. Et un exemple de fonction, si on veut additionner deux nombres, on écrit une liste, l'addition en première place, et les arguments, ça nous reprend 3. Donc voilà un tour très rapide de Lisp. Et donc on va continuer sur ce qu'on avait au niveau du template HTML,
et on va prendre un tout petit programme, on va dire. C'est une fonction str qui en Clojure va concaténer ces arguments, une string, et quelque chose qui va être un unless visitor. Alors j'ajoute le nom. Seulement, si on tape unless pour voir si Clojure connaît ça, paf. La réponse est non. Il n'y a pas de unless dans Clojure. Tac. Donc l'idée, ça va être un peu comme on a vu avant, en mettant des couleurs, voir que tout ce qu'on a en vert, c'est des atomes, c'est des choses qu'on a dans le langage. Et le unless, c'est là où on va sortir les macros et faire que ce bout de code, une fois compilé, donne ça. Et c'est là, on voit bien avec les couleurs, c'est là où, un peu comme dans les templates HTML, on a deux phases dans l'écriture et la vie d'un programme en Lisp. Il y a vraiment la compilation, qui va être représentée en violet ici, et l'exécution, qui va être le pendant de l'interprétation du code HTML et de son affichage dans un navigateur. Et donc la première phase on va dire de compilation et d'exécution d'un programme en Lisp, ça va être l'expansion des macros. Donc on veut arriver à partir de ça à quelque chose comme ça. Et à la fin, quelque chose qui donne, si jamais Michael est connecté, welcome Michael. Donc on va retourner dans Emacs, et là on va se faire quelque chose de... Non, pas celui-là. Alors si on peut encore, le voilà. Très bien. Donc on va expérimenter un peu les joies du développement en Lisp, c'est-à-dire écrire du code et immédiatement l'exécuter et voir ce que donne ce qu'on est en train d'écrire. Alors, juste pour se familiariser avec l'écriture en Lisp, on va commencer par écrire ce que l'on avait tout à l'heure. Donc, welcome. Si j'ai quelque chose, hop, voilà. Donc là, on retrouve quelque chose d'assez simple. On va définir visited. On va mettre false. Et on va définir un name. On va mettre à... Non. Désolé pour l'accent. Hop. Voilà. Et ce qu'on voulait, c'était pas ça, mais ça. Très bien. Donc maintenant, on va se mettre là. Et on va se mettre dans le contexte de ce fichier-là. Donc c'est là que je prends l'anti-sèche, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis. Alors, ok. Pardon. Okay. Ah, et... D'accord. Voilà, donc ce qu'on va apparaître en bas, c'est le prompt qui nous dit qu'on est dans le namespace foo.core. Voilà, donc là, normalement, si on tape visited, on a bien false, et si on tape name, on a bien Michael. Alors, un des grands avantages, on va dire, de cet environnement de développement, c'est qu'on peut se mettre côté code et envoyer une expression, et c'est là où le list, dans le fait que la portée d'une expression est très explicitement définie par les parenthèses,
on peut venir évaluer de manière complètement dynamique les expressions que l'on a dans notre code. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Et on voit que le résultat, eh bien, welcome Michael. Tac. Si on passe à true, on se remet à la fin, on réexécute. Et là, allez. D'accord, yes. On se remet à la fin et on n'a plus que welcome. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va venir vouloir faire, et c'est là où on va voir apparaître notre première macro. C'est quelque chose qui ressemble au reste, sauf que on va venir un peu comme un template HTML, on va venir injecter du code qui ici est écrit sous forme de liste dans une expression qu'on a déjà. Alors pour ce faire, donc comme un peu une fonction peut prendre des paramètres, donc là on va prendre la condition et là on va prendre une expression. Très bien. Hop. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est dès qu'on voit unless, on va venir injecter le code qu'en définitive on veut avoir dans notre fonction, dans notre expression. Très bien. Alors, ici, on va changer ça un peu. Et ce qu'on veut, c'est une écriture un peu plus sympa avec unless. Et on va écrire ça sous forme de fonction avec condition. Non, pardon. Et le nom. Hop, un avantage des parenthèses encore une fois, c'est qu'on peut bouger facilement les expressions les unes dans les autres et on obtient quelque chose comme ça. Si on passe, donc on compile ce qu'on vient d'écrire, on passe de ce côté-là, et là, si on essaye d'appeler notre fonction welcome, paf, on n'a pas encore ce qu'il faut pour, on va dire, compiler notre template de fonction. Donc si on revient dans notre fichier, on sait qu'on veut une liste qui a pour premier argument un symbole, donc if. Non. Et qui ensuite a un symbole if, ensuite, parenthèse, avec un symbole note, la condition, on sort, expression, ah, donc le if closure, le if en première position, deuxième position, la condition, en troisième, si c'est vrai, c'est ce que je retourne, en quatrième, si c'est faux, voilà ce que je retourne. Alors, est-ce que accepter de compiler ça? Non, il ne va pas accepter de compiler ça. Et je vois du live coding. Visited, oui, bien sûr. Tac. Alors. Side REPL. Et là, ça marche. Merci. Qui m'a aidé?
Alors, tout ça pour se compliquer la vie, pour au final revenir là et montrer ce que c'est que la construction vraiment d'une liste à la main, c'est vraiment pas drôle. Donc pour se faciliter la vie, on voit que les symboles if et not, si on pouvait les écrire tels quels, ce serait vraiment plus pratique. Et c'est là où on va découvrir quelque chose qui, je pense, résonne dans vos oreilles si vous avez fait un peu d'Elixir, c'est la quote. Si on va dans le REPL, on demande if, donc on rentre le symbole if, et ce que ça nous retourne, c'est un truc fondamental, bref. Est-ce que note, voilà, et note, ce qu'on récupère, c'est une fonction et pas le symbole note. Donc ce qu'on va vouloir, c'est avoir juste le symbole. Et ce qu'on va utiliser dans à peu près tous les Lisp, c'est une vraie quote. Et le sens de cette quote-là, ça va être « je suspends l'évaluation de l'expression qui vient derrière moi ». Donc ça va déjà devenir plus sympathique à lire. On va reprendre de zéro même. Hop. Je veux une liste qui commence par « if ». Ensuite, je veux une deuxième liste qui a le symbole note. Note, condition, ça va marcher. Dans ce cas-là, je veux l'expression, et sinon, je veux nil. Hop, on enlève ça, on se met les parenthèses, et est-ce que ça va mieux marcher? Non, ça ne marche pas mieux. Alors, je veux ça. Oui, pardon. On va encore. On va encore préciser qu'on veut des listes et qu'on ne veut pas exécuter ce que l'on a. Et là, ok, donc là ça a compilé. Si on réessaye de faire ce qu'on a fait juste avant, ça marche encore. Voilà. Faut quand même remarquer que c'est toujours pénible à écrire. Donc on va se simplifier encore un peu la vie et on va introduire la vraie syntaxe des macros, telle qu'on utilise dans les projets Lisp et Clojure. Et on va découvrir la syntax quote qui va être très proche de la quote qu'on a, sauf que ça va qualifier toutes les variables que l'on va avoir. C'est pour éviter, en très gros, les collisions de noms. Donc, et c'est là où on va voir apparaître vraiment un template de code. Donc, if not condition, alors l'expression est nil. Sauf que c'est là où on va découvrir un opérateur qui s'appelle unquote et qui s'écrit simplement avec tilde. Non. Voilà. Et là, on a enfin quelque chose qui est, quand on a l'habitude en tout cas d'écrire un peu de Lisp, qui est beaucoup plus facile à lire et qui surtout qui laisse apparaître le côté template de la liste qu'on a à l'intérieur de la macro. Donc si on essaye de compiler ça, ça marche du premier coup. C'est quand même une avancée. Et si on lance la petite fonction,
ça marche comme convenu. Et surtout, ce qu'on peut faire avec tout ça, c'est visualiser. Donc là, on a juste écrit la macro et on l'a exécutée ensuite pour voir que ça marchait. Mais si on revient au code qu'on a vu, à aucun moment on a vu le passage de ça à ça. Et donc c'est exactement ce qu'on peut faire avec macro-expand. On passe une expression cotée, donc on ne va pas exécuter, ça va être vraiment juste une liste qui contient des atomes ou d'autres listes. Et on va remettre juste le unless. False. 1, 2. Non. Voilà. Et c'est là où on voit vraiment le côté. Donc là, on retrouve le côté compilation de template HTML qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, pour vulgariser ça, on va dire, la macro peut vraiment être vu comme une phase de compilation de templates avant que la grande liste finale ne soit évaluée, à la différence du HTML qui est interprété. Voilà, c'est bon, on a fini. Alors, Plusieurs niveaux de macro, ça va, quand on fait macro expand, ça va étendre toutes les macros. voilà. Jusqu'à la dernière. Ouais, tout à fait. Puisque tu poses la question et qu'on est dans les parenthèses, un schéma que j'ai vraiment hésité à mettre et qui est justement ça. Hop. Voilà. Donc là, c'est le PDF d'un bouquin qui s'appelle Clojure Programming. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, on arrive sur du code source qui est en définitive une grande liste. Cette grande liste, c'est de la donnée, Clojure. Et on va passer, donc c'est un grand arbre, on va passer dans chacun des nœuds de l'arbre. Et à chaque fois, le processus de compilation va se demander est-ce que c'est une macro? Si c'est une macro, je l'étends, donc exactement ce qu'on a vu avant. Là où on avait un unless, on se retrouve avec un if, qui est une donnée du langage, mais qui peut potentiellement être une macro. C'est là où, fonctionnellement, on se fiche de savoir si c'est une macro ou pas. Mais il y a plein d'opérateurs de base qui sont en fait des macros. Et en Elixir aussi. Donc, on va regarder ça après. Et c'est là où on a une fonction qui est macro-expand-all. Et on va voir exactement, et donc là je découvre avec vous ce que donne ça. Non, donc ça ne va pas plus loin. Mais si on prend par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? Donc il y en a un qui est on verra ça dans la deuxième phase. Je vais faire une petite partie un peu plus interactive et on verra ça à ce moment-là. Il y a de bons exemples de ça. Okay. Alors, la présentation et après avoir vu ce qu'on pouvait faire en Clojure, et vraiment c'est là d'où viennent les macros et c'est cette propriété, on va dire, de pouvoir manipuler le code à la compilation s'est rendu extrêmement pratique par le fait que le code qu'on manipule est une structure de données du langage lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle l'homoïconicité. Donc c'est le mot un peu barbare pour cette propriété-là. Mais c'est en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est qu'on va venir manipuler la donnée et pas du texte, comme on peut avoir dans beaucoup d'autres langages, où on va venir insérer, donc un peu comme un template HTML, on va venir insérer des informations dans des mondes qui sont différents. Donc potentiellement, on peut faire une énorme erreur au moment de la compilation si on insère un bout de code qui
n'est pas bien formaté, dont la syntaxe est mauvaise, s'il manque une virgule, une parenthèse. Et ça, c'est le genre d'erreur qui est à la compilation dans la mesure où on manipule une structure de données, ne peut pas arriver. Si je dis ajoute-moi un élément à la fin de ma liste, soit l'appel à la fonction marche, soit ça ne marche pas, mais il n'y aura pas de parenthèse oubliée ou de virgule mal placée. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Donc, venons-en à Elixir. Donc, Elixir est un langage homoïconique, au même titre que Clojure et tous les Lisp. Sauf que le choix qui a été fait par Joseph Alim, c'est de ne pas représenter le code sous forme, l'AST du code, on va dire, qui est accessible sous forme de liste, mais de tuple. Est-ce que... Tiens, d'ailleurs, juste pour voir, est-ce que parmi vous, beaucoup ont joué un peu avec ces propriétés-là d'Elixir ou pas? Je vois une main se lever. Deux. Alors, les avantages et inconvénients, là, je rentre dans un domaine où je connais un peu moins bien, mais l'avantage certain, c'est que donc le premier paramètre, ça va être la fonction. Le deuxième paramètre, ça c'est quelque chose en plus par rapport à Lisp et à Clojure, c'est les métadonnées. Donc c'est vraiment les données à propos des données qu'on manipule. Et c'est quelque chose qui existe en Clojure, mais qui n'est pas visible et qui a été prévu dès le début dans Elixir. Et le dernier élément du tuple, ça va être les arguments. Donc, très concrètement, quand on passe dans IEX, si je demande à IEX de m'évaluer ça, pas de problème. Et si je demande à Elixir, mais au final, comment est-ce que tu représentes ça? 1 plus 1. Voilà. Donc on va quoter exactement comme on l'a fait dans Clojure. Et on va avoir accès donc, à l'AST du code en question. Et la différence avec pas mal d'autres langages, donc AST, Abstract Syntax Tree, donc c'est, Michael, dis-moi si je me trompe, mais dans quasiment tous les langages, c'est une étape de la compilation, donc traduire le code source en structure de données pour ensuite traduire ça en langage machine. Sauf que cette étape-là n'est pas accessible aux programmeurs. Ce qu'il y a de particulier dans le langage homophonique, c'est que justement, l'AST du langage est accessible au moment de la compilation et peut être manipulé de manière propre, on va dire, pas sous forme de chaîne de caractères. Voilà, donc ça a des avantages, mais on va vite se rendre compte que l'AST d'Elixir est vraiment pas agréable à écrire à la main. Si déjà les parenthèses de Lisp vous plaisaient pas trop, je pense que on va pas s'aventurer là-dedans avec Elixir. Alors, donc on va reprendre notre petit exemple et on va vouloir avoir une petite expression qui, pareil, a un unless. Alors là, je vous ai mis le Clojure, on écrit directement l'AST. En Elixir, on écrit quelque chose de plus aéré, on va dire, mais qui, au final, donne des arbres assez lourds. Et partout où il y a des 3 petits points, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de métadonnées, le contexte, je crois. Bref, beaucoup. Comment? Le contexte d'exécution. Ou de compilation plutôt, non? Ouais. Voilà, donc avec un peu de couleur, on retrouve ce qu'on a vu avant. Le code qu'on va considérer comme n'étant pas de la macro, sans savoir si ça l'est ou pas, en vert, et notre fameuse macro unless qu'on va vouloir écrire. On retourne dans Emacs et voilà. On part sur un fichier. Tac.
Euh, on va d'emblée écrire la macro. Donc après ce qu'on a vu en closure, et en voyant d'où venait le quote et le unquote, on va l'écrire de la même manière en Elixir. Donc la syntaxe def macro. On va franciser un peu le unless. Parce que ça a tendance à... Là, pour le coup, en Elixir, il y a un unless qui existe. Donc on va franciser un peu la chose. Voilà. Et on avait les paramètres, donc c'était... non, pardon, conditions. Et expression. Voilà. Et donc, on commence, donc, on va mettre le code closure qu'on avait mis en dessous. D'accord, voilà. Et c'est celui-ci. Donc, on va quoter toute notre expression. Quote, do. Voilà. Donc là, on est dans la portée d'une quote, ce qui correspond à l'intérieur de la parenthèse côté closure. Et là, on va écrire tout naturellement. Donc vraiment, on retrouve l'idée de template. On va écrire tout naturellement notre expression if. euh, if condition. Mais le condition, on voit bien qu'on veut prendre le condition que l'on passe à la macro. Donc, c'est là où va apparaître le unquote dans Elixir. D'où notre expression... Non, pardon. Ou else. Et là, pour les besoins de la démonstration, on va dire que si on n'a rien, on a une chaîne vide, ce qui sera mieux pour concaténer notre expression. Pardon. Voilà. Mieux. Bon, le contraire, c'était un unless bien vu. Mais il y a moins de code à écrire, donc c'est moins intéressant dans ce cas-là seulement. Mais bien vu. Très bien. Alors, maintenant, on va retourner là-dedans. Et si on lui demande de compiler, on essaye. C'est mieux. Très bien. Et que l'on... Non. Foobar.unless false c'est ce que j'ai mis en commentaire ici. Très bien. Et là, ça marche. C'est bon. Très bien. Et on peut aussi avoir le macro expand. Ça fait sens. Expand. Et là, on a expand. Le once devrait suffire. Alors. Ok. Unless. Non. Alors, oui, tout à fait, tout à fait. Et le deuxième argument, ouais. On va
lever toute ambiguïté. Et voilà. Donc on a l'AST qui apparaît avec le if et la négation qu'on voit juste en dessous. Une dernière chose, on va voir que l'on peut évaluer le code écrit sous forme d'AST directement. Bref, non. Croyez-moi, ça marche. Et on va passer à quelque chose de plus interactif pour voir un peu en clojure ce qu'on peut faire avec des macros. On va prendre un cas assez simple. Ça va être de essayer d'expérimenter la manière de sommer les premiers entiers de 1 à n. Alors, très spontanément, comment on ferait? Est-ce que quelqu'un a une idée? Niveau algorithmique. Ouais. Très bonne suggestion. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Non, c'est tout à fait ça, ouais. Comment est-ce qu'on fait une fonction, un petit bout d'algorithme qui va sommer les premiers entiers de 1 à n. Donc, un reduce. Et juste pour montrer la différence qu'on peut avoir entre, par exemple, un langage comme... voici en Node.js, par exemple. Ça fait reduce. On donne une fonction. On a l'accumulateur. On a item. On retourne plus item, petit point virgule, et le premier élément c'est 0, et on a bien 6. Super. On sort de notre JS tout de suite, et on passe hop, dans clojure. Donc si on veut réécrire stricto sensus le code qu'on a au-dessus, on va dire reduce. Très bien. Ensuite, la fonction. Donc, une fonction anonyme, accumulateur, le item. On retourne l'addition des deux. On passe le premier élément et on va sommer, pareil. Voilà. Super. Maintenant, c'est là où ça devient interactif, c'est est-ce qu'avec tout ce qu'on a vu, vous ne trouveriez pas un moyen vraiment plus élégant de réécrire ça? On fait une macro-somme. Pourquoi faire une macro-somme? Non, mais c'est une bonne piste. Mais pourquoi passer par une macro? Alors, voilà. Alors, c'est très bien que tu soulèves ça. À quel moment est-ce qu'il est vraiment intéressant de passer par une macro ou de passer par une fonction? Et qu'est-ce que les macros peuvent faire que les fonctions ne peuvent pas faire? Dans le cas du if ou du unless, par exemple, très souvent, on va avoir la condition. En cas de la condition est validée, je fais ça, sinon, je fais ça. Et c'est vraiment là où on a le sinon, c'est je veux évaluer une partie du code, un bloc de code, et pas l'autre. Quand on a une fonction, les arguments qu'on passe à la fonction seront forcément tous évalués pour ensuite être passés à la fonction. Ce qu'on fait avec une macro, c'est justement au moment de la compilation, donc avant l'exécution, on va pouvoir réécrire le code de telle manière que effectivement une partie du code sera exécutée et pas l'autre. Donc le if est un cas, en clojure par exemple, le end et le or
comme dans beaucoup de langages, on veut, quand on chaîne des end, que si à un moment ça fait false, l'exécution de ce qu'il y a après s'arrête. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec une fonction. Très bonne remarque. Une macro somme. Alors, avant d'avoir une macro somme, on a réécrire à chaque fois justement tout fn, hack, item, etc. Au final, ce qui est vraiment important dedans, c'est la fonction qu'on veut appeler, éventuellement aussi le premier paramètre du radius et en gros la liste. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand on fait ça, on a bien ça. Donc, tu étais très bien parti. La fonction qui nous intéresse, c'est juste le plus. Et donc là, c'est quelque chose qui est assez chouette en Clojure. Donc on a exactement le même résultat. Et on peut vraiment se passer les fonctions comme dans d'autres langages fonctionnels, JavaScript est un cas, sauf que on voit que là, il y a une particularité. En JavaScript, par exemple, le plus va être un opérateur et reduce va être une fonction, ou range va être une fonction. Là, on efface ces différences-là et il y a vraiment, donc comme on l'a vu tout à l'heure, soit des atomes, soit des listes. Et il n'y a aucune différence fondamentale entre plus, reduce, range. Et ça permet de faire des choses assez étonnantes, entre guillemets, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans notre langage. Et des choses très, très concises. Très bien. Il y a une propriété de l'addition, c'est qu'on peut additionner deux choses, mais on peut en additionner 3, 4, autant qu'on veut. Donc on peut réécrire ce qu'on a là de manière encore plus courte. Ouais. Environ l'espèce de tableau au final, la syntaxe qui fait le tableau, non les atomes sont 0, 1, 2, 3, mais ça s'appelle. Alors on va repasser là et on va... Tac. Alors tu dis... Donc en gros, reduce plus 0 et 1, 2, 3. On va faire une fonction... là on va dire le tableau. Tac. Alors, on est dans ce contexte-là. Tu disais... Tu nous demandes de le faire, là, du coup. Oui. C'est là où c'est interactif. On va avoir 2 heures de liste d'expérience. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de JavaScript ici? Un petit peu plus. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait, enfin, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils JavaScript pour appeler des fonctions? Il y a call et il y a apply. Vous vous souvenez de la différence entre call et apply? Il y a... Comment? Voilà, soit on passe explicitement les arguments un à un, soit on passe un tableau qui contient la liste des arguments, ce qui a l'avantage, on va dire, de pouvoir construire dynamiquement les arguments qu'on va passer à une fonction. Ce qui a le désavantage, mais ça, entre guillemets, ça ne nous impacte pas, que c'est moins efficace qu'un call où dès le début on sait exactement les arguments qu'on va avoir. Donc c'est exactement la même chose. Apply, plus, et le tableau. On est passé de 4 atomes à 3. Voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent Vim. Et ça ressemble un peu au Vim Golf, mais bon, c'est en Clojure. Alors, on va exécuter ça. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? First argument, the fn must be a symbol, c'est sûr. Sum up to. Très bien. Et maintenant, très bien, on est content. On retourne là, on va nettoyer tout ça, ça fait un peu peur. Ça y a pas de problème. Et on va essayer le sum up to 3. Ah oui, pardon. On n'était pas du tout là-dedans, on était un tableau. Et on a bien 6. Super.
c'est pas mal, mais alors, sur ça, plus le tableau va être grand, plus le temps de calcul va être long. Donc on a vraiment un temps de calcul qui va être linéaire à la longueur du tableau, par rapport à la longueur du tableau. Il y a moyen de faire mieux. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais. Il y a mieux, enfin, quand je dis mieux, c'est vraiment en temps constant. Ça, bon, si tu mets Moise, tu as le premier appel qui te coûte, le deuxième te coûte pas. Mais bon, c'est-à-dire que pour le tableau 1, 2, 3, ça va aller, mais après, dès que tu vas rajouter quelque chose d'autre, ça va pas exactement être la même entrée, ça va te manger de la mémoire. Non, il y a vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus efficace. Non? Petite idée? Jérém? Ouais, n fois n plus 1 sur 2. Donc si on va voir sur Google et qu'on fait somme des entiers, on tombe sur Wikipédia et on remarque que la somme des entiers peut s'écrire assez simplement de n fois n plus 1 sur 2. Voilà, donc, et là, bon, algorithmiquement, c'est plutôt chouette, parce que c'est en temps constant. Euh, alors, on revient là, et on va écrire exactement ça. Tac. Le sum up to, on va cette fois utiliser n. Alors, on va dire, ok, on divise quelque chose par 2. Ensuite, on a n et on multiplie n par hop, on multiplie ici n par n plus 1. Ok. Oui, mais c'est voulu. Là, on est passé, ouais, c'est vraiment sum up to. Alors, est-ce que... Très bien, ça passe et on fait sum up to 3, ça marche. Super. Comment? On peut essayer 12 milliards. Alors, 3, 3, 3. Ouais, là. Là. Ça a été un peu dur. Bon, on va rester en dessous. Bon, ça marche. On va quand même voir quelque chose, c'est que l'écriture de ce truc-là, et enfin surtout la lecture, c'est pas très chouette. Comparé à ce que nous fait Wikipédia, pas super. Et c'est là où on va sortir une macro. Alors que vous allez connaître en Elixir, c'est la macro pipe, qui fait en partie le succès d'Elixir. Et je pense que le deuxième a dû s'inspirer de Clojure là-dedans, ça m'étonnerait pas quand même. Et on va réécrire cette opération-là. On va laisser cette expression-là pour la garder sous les yeux. Tac. On va commenter toute l'expression. C'est encore un avantage, on va dire, des S-expressions avec des parenthèses. C'est que je connais exactement la portée. Je veux dire, le petit dièse underscore va commenter toute l'expression qu'il y a derrière. Hop. Maintenant, avec Vim, je peux copier ça. Tac. Très bien. On va réécrire ça de manière franchement plus sympa. Hop. Alors, ce que va faire cette macro, donc vraiment comme dans Elixir, c'est qu'elle va prendre l'argument de l'opération précédente et l'injecter en tant que premier argument de l'expression qui suit. Donc, tel qu'on lit à haute voix, on prend n, on multiplie par n plus 1, on prend n, on l'incrémente, on le multiplie par n et on le divise par 2. Donc si on reprend ça, c'est-à-dire qu'on prend n, on l'incrémente, on le multiplie par n et on le divise par 2.
c'est quand même... Alors, moi, je trouve ça chouette. Ça commence à être beaucoup plus lisible. Ça reste du Lisp, ça reste des parenthèses partout. Ça compile, pas de problème. Et si on refait à 12 milliards, on essaie, je sais pas, allez, 12 000. Ah, bon, super. Ça marche. En Elixir, on a cette macro-là, et je crois qu'on n'en a pas d'autres, grosso modo, sous la main. C'est pas dans les habitudes assez récentes d'Elixir d'en utiliser d'autres. En Clojure, il y en a une deuxième qui permet d'ajouter à la fin de l'expression qui suit. Et il y en a encore une qui est une librairie qui est... Et ça, on peut faire des choses assez chouettes. C'est on appelle ça la baguette magique ou la baguette suisse, je sais plus, quelque chose comme ça. Et pour vraiment savoir où on va injecter les sorties de l'étape suivante, on va mettre un petit diamant qui va dire prends la sortie là et injecte-le là. Prends la sortie de là et injecte-le là. Et là, par contre, la division, pas commutative, voilà. Donc là, ça permet par exemple de mélanger des expressions qui vont avoir besoin de la sortie en deuxième paramètre, dernier paramètre, premier paramètre. Et on sait exactement où ça va. Est-ce que ça veut bien compiler? Ça veut bien et ça marche. Dernière chose, et après je vais passer la main, c'est le macro expand. Si on étend la macro de la somme qu'on vient de faire, non, pardon. On va prendre ça. Ça. Et là, on va prendre la donnée. Hop. Très bien. Oui, non, il y a un petit blanc trop. Tac, tac. Voilà. C'est là où on voit que l'expansion de la macro nous donne encore des macros. Et là c'est bon, encore plus illisible que ce qu'on avait à l'origine. Et c'est là, effectivement, où on peut sortir le clojure.expand. Non, macro expandable de sum up to. Et on retrouve exactement l'expression qu'on a écrite à la main à l'origine. Et c'est là un des grands avantages des macros, c'est qu'on peut avoir des degrés d'abstraction arbitraire, entre guillemets. Je crois qu'en Common Lisp, les objets sont implémentés sous forme de librairie. En Clojure, ce qu'on a dans le langage Go, donc les Go blocks, sont implémentés sous forme de librairie avec des macros. Ce genre de choses implémentées avec des macros. Et au final, dans le code qui va être exécuté, il n'y a pas de coût supplémentaire à utiliser des choses comme ça. Et ça, c'est très chouette. Voilà. Merci beaucoup.